Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés, une vidéo atypique. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de l'architecture de la juridiction administrative, une base classique, et me semble-t-il des éléments baroques. Alors pourquoi est-ce une vidéo atypique? Parce qu'il m'était fait l'insigne honneur d'intervenir à l'audience solennelle de rentrée en septembre 2023 du tribunal administratif de Bastia. Je remercie Monsieur le Président ainsi que les autres magistrats et agents de cette juridiction qui m'ont fort bien accueilli et qui ont organisé une matinée très intéressante avec notamment un exposé des affaires traitées par cette juridiction dans l'année précédente. Puis est venue mon intervention. Alors je m'étais demandé mais comment intéresser à la fois des gens férus de droit administratif et d'autres qui étaient là mais qui étaient du monde judiciaire ou du monde administratif, pas forcément juristes. Alors je me suis dit tiens allez, on va parler de droit administratif général et puis on va essayer de voir les choses d'une manière suffisamment large pour que ça puisse intéresser aussi ceux qui ne sont pas férus et qui n'ont pas déclaré leur flamme pour le monde des juridictions administratives. Bon, ceci dit, des gens du monde judiciaire qui ont déclaré leur flamme pour le monde administratif, il y en a. On va citer par exemple monsieur Bertrand Louvel. En 2017, il était premier président de la Cour de cassation tout de même, et voici ce qu'il affirmait. Je vais vous lire. Grâce à l'action persévérante du Conseil d'État, très bien, l'État et les collectivités publiques sont devenus aussi des justiciables, tout en bénéficiant d'un privilège de juridiction, le juge administratif donc, au nom du primat de l'intérêt général sur les droits individuels devant le juge d'administration. Et le premier président de continuer, la consécration du juge administratif comme gardien des droits fondamentaux à l'égal, diable, du juge judiciaire s'est réalisée, et un peu après il nous dit, et personne ne discute plus sérieusement que celui-ci réalise une défense des droits fondamentaux aussi protectrice de l'individu face à l'intérêt général que celle offerte par le juge judiciaire. Diable, si ce n'est de l'amour, voici qui ressemble fort, au point de se conclure par une proposition de mariage. Une question s'impose d'elle-même, disait cet auguste magistrat, au débat public. Quelle justification peut-on avancer aujourd'hui en faveur de l'existence de deux ordres de juridiction séparés? Cette invitation au mariage, après plus d'un siècle de concubinage distant, Monsieur Jean-Marc Sauvé, alors vice-président du Conseil d'État, a opposé le jour même un refus poli. Alors voici qui pose une question. Aime-t-on donc tant le juge qu'on préfère en avoir deux? Quel regard peut-on porter sur le juge administratif en 2023 à l'aune de ce que sont les standards juridictionnels, mais aussi de ce qu'est un peu le relatif, certes splendide isolement du juge administratif au regard des autres cours et tribunaux? Alors on va aborder ça. J'ai proposé d'aborder ça devant le théâtre Bastia et puis maintenant devant vous, comme si on était des amateurs d'architecture regardant les styles des bâtisses. Première partie, le contentieux administratif, c'est une architecture devenue classique, ou presque, et surtout très fonctionnelle. Nous verrons dans une seconde partie que tout ceci a toujours été, et l'est plus encore, un peu baroque, et que c'est pas forcément si mal que ça, en fait. Donc première partie, le contentieux administratif, une architecture devenue classique, ou presque, et surtout très fonctionnelle. Et revenons à M. Bertrand Louvel. Il avait raison, M. Bertrand Louvel, puisqu'il disait que la juridiction administrative a fini par se bâtir une architecture et un mode de fonctionnement qu'elle n'a rien ou presque rien à envier au monde judiciaire. Notre monde à nous, celui du juge administratif, respecte les canons de la beauté judiciaire. Et on peut même dire qu'il y a quelques domaines où le monde judiciaire peut jalouser notre monde administratif. Reste tout de même quelques traits architecturaux spécifiques. Première sous-partie donc, cet édifice répond en tout point désormais ou presque au canon du classicisme. Une précision dans la vidéo, il y a beaucoup de notes de bas de page, n'hésitez pas à mettre sur pause au besoin. Premier élément de classicisme, c'est pas rare d'avoir un juge administratif. Parmi les 27 pays de l'Union européenne, 15 connaissent une juridiction administrative autonome. En France, l'enracinement de cette juridiction repose sur un long flux historique, passionnant, mais je ne vais pas vous en parler, sinon je n'arriverai pas à faire moins de 2 heures, tant ce sujet me passionne. Mais gardons en revanche quelques traces récentes, parce que 2023, c'est la bonne année pour en parler, ça nous donne chiffre rond. 150, puis presque 2 fois moins, un peu plus de 2 fois moins 70, 2 fois moins 35, quasiment 2 fois moins 17. Il y a 150, 70, 35 et 17 ans, il s'est passé des choses importantes. Il y a 150 ans, en 1873, était rendue la décision Blanco. Comme tous les mythes fondateurs, c'est un mythe. Les choses peuvent être relativisées, mais ça reste quand même une date importante. Il y a eu des étapes antérieures importantes, 1872, 1889 notamment. Mais en 1873 était reconnue la compétence du juge administratif pour reconnaître de la responsabilité à raison des dommages causés par quoi? Par les services publics.
Fini le critère organique. Cette date est importante en matière de droit de la responsabilité et pour fonder le critère de compétence, pas tellement du droit administratif, mais de l'action du juge administratif. Ah bah oui, il y a des cas où la Cour de cassation implique des éléments de droit administratif. Il peut arriver d'ailleurs que le juge administratif connaisse et applique des règles de droit privé, nous en reparlerons. Mais un juge qui conquérait en plus, en même temps ou presque, son plein pouvoir juridictionnel avec la fin de la justice retenue par la loi en 1872, par l'arrêt Cadeau en 1889. Passons maintenant il y a 70 ans. Eh bien, en 1953, naissaient de véritables tribunaux administratifs, en lieu et place des anciens conseils de préfecture qui avaient une histoire, disons, allez, mouvementée. L'an prochain, nous fêterons les 35 ans de la mise en place des toutes nouvelles cours administratives d'appel, créées en 87, mises en vigueur en 89, parachevant une architecture juridictionnelle à 3 niveaux. En architecture juridictionnelle, plus habituelle, plus classique que 3 niveaux, il n'y a pas. Et puis, il y a 17 ans, la France mettait sa juridiction administrative en conformité avec le seul grief que pouvait encore lui faire la CEDH en matière de contradictoire appliqué aux conclusions du commissaire du gouvernement, devenu peu de temps après le rapporteur public. Mais non seulement cet ensemble est classique, la beauté d'un bâtiment de la fin du XVIe ou du XVIIe siècle, début du XVIIIe, mais c'est un ensemble également très fonctionnel. En 2022, dans une étude de la chancellerie, mais qui reprenait des éléments sur les pays concernés par la CEDH, on constatait que le délai de traitement en France des affaires pour le juge administratif était de 303 jours pour la première instance, 362 à hauteur d'appel, 221 à hauteur de Conseil d'État. Quand on parle de médiane, les choses sont un brin plus subtiles. Ça fait rêver un peu le monde judiciaire. Sur ce point, on pourra aussi, pour un bon exemple, renvoyer au bilan d'activité du tribunal administratif de Bastia, voir ici quelques éléments. Le contradictoire opéré par les greffes et non entre avocats, avec tous les problèmes que ça pose, pas de renvoi, des échanges sur télérecours qui ravalent RPVA, c'est l'équivalent du monde judiciaire, des privatistes aurions franchement des antiquités défaillantes, c'est une horreur ce truc-là. Les audiences sont patientes 1000 fois moins longtemps qu'en judiciaire, et puis pas d'audience de procédure. Tout ça, ça fait franchement le bonheur du publiciste. Enfin, je veux pas en dire plus parce que maintenant, comme autrefois à Bastia, il est possible que des amis du monde judiciaire nous regardent, je veux pas qu'ils nous jalousent et qu'ils soient trop malheureux. Bon. Ceci dit, ce bâtiment reste en travaux, c'est ma 3e sous-partie. Pourquoi ? Parce que nos magistrats administratifs ne portent pas de robe. Vous allez me dire, c'est pas le sujet principal. Non, mais c'est un débattu, et ça a été refusé en CSTA-CA. En revanche, un groupe de travail vise à prévoir un serment, comme pour les magistrats financiers, administratifs financiers, et d'autres mesures renforçant la solennité des audiences, y compris d'ailleurs les séances nouvelles désormais d'installation des nouveaux magistrats dans les cours et tribunaux du monde administratif. Un texte en cours de débat parlement pour faire avancer les choses. C'est pas un sujet déterminant, c'est un sujet qui est débattu, qui est sensible, mais c'est un sujet. Autre point en cours de débat, c'est le cheval de bataille des 2 syndicats représentatifs des magistrats administratifs, SJA et USMA, dans l'ordre de volume aux derniers résultats. Tous les 2 veulent des garanties constitutionnelles à l'image de celles bénéficiant au pouvoir judiciaire. On peut dire qu'il n'y en a pas besoin, mais c'est leur demande, ça n'est pas refusé, ces chevals de bataille pour l'instant restent à l'écurie. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort, c'est un sujet qui est tant sensible, débattu, puisque le régime très spécifique des juridictions administratives plaît beaucoup aux magistrats du Conseil d'État qui correspond à leur carrière et à leur provenance majoritaire, mais c'est un sujet. D'ailleurs, ces sujets ont largement été débattus lors des contentieux portés devant le Conseil constitutionnel et surtout le Conseil d'État sur la réforme de la haute fonction publique. Là aussi, je ne dis pas que c'est bien, pas bien, mais c'est en travaux. Sur quelques sujets, il peut arriver que d'ailleurs le Conseil d'État soit compétent pour connaître des questions de déontologie ou de discipline ou de responsabilité à la suite d'actions du Conseil d'État ou de ses organes, ce qui pourrait quand même faire débat. Voici ici quelques références, mais ça reste un point mineur tout de même. Donc on a un magnifique bâtiment, classique, et en plus efficace. Très bien. Mais, et ce sera ma seconde partie, derrière cette façade d'un parfait classicisme, ça pose un renouveau de l'art baroque, et même, en réalité, une situation qui a toujours été un peu bigarrée. Car c'est dès l'origine que ces piliers étaient composites, bigarrés, et là, je vais évoquer des choses que connaissent bien tous les étudiants en droit administratif, mais que je voudrais évoquer avec vous de nouveau. Pourquoi ? Parce que quand on fait ces études, on retrouve toujours les mêmes critères. Le service public, le critère organique, le critère matériel, la prérogative de puissance publique. Et bien oui, mais on joue pas avec de la même manière en contrat administratif,
en domanialité publique, dans tel ou tel régime, et à chaque fois, on joue différemment, et c'est un peu comme les pièces d'un puzzle, on les apprend quand on est étudiant, et au fil des décennies de la vie professionnelle après, on retrouve toujours ces mêmes mécanismes, on joue avec, et on voit à quel point tout ceci est intriqué, mais avec des calibrages différents selon que nous parlons de tel ou de tel contentieux, de tel ou tel domaine. Par exemple, le fameux critère du service public. Bah oui, la décision Blanco. Le critère du service public était déjà fortement débattu. Les gens de ma génération ont appris que la grande querelle en 1968, c'était celle entre Chaput et Amselec déjà sur ce point. C'était de fait le grand événement de l'année. Un juriste publiciste n'en doute pas. Il ne sert plus guère réellement à fonder un critère de compétence du juge administratif, mais on le recourt en critère du contrat administratif, mais à côté d'autres. Regardez, la clause exorbitante est bien vivante, même si le critère du service public s'y trouve. Dans le domaine public, ah oui, il y a ce critère, mais il y a aussi l'usage direct du public, et puis il y a l'aménagement. Bref, les critères de prérogative de puissance publique ou équivalents n'ont jamais suffi seuls à fonder ni la compétence du juge administratif, ni celle du droit administratif, mais ils sont souvent déterminants, mais pas de la même manière selon les régimes. Le critère organique que l'on a hardiment cru mort une première fois en 1873 et peut-être une seconde fois avec la jurisprudence Perrot, elle-même dépassée aujourd'hui, continue d'être un critère, mais à combiner avec d'autres, en droit des contrats, domanialité bien sûr, ouvrage public, il peut même s'effacer. Je peux avoir un ouvrage public sous propriété privée, je peux avoir une communication de documents administratifs adonnés par des personnes privées, regarder la jurisprudence récente sur le port ou pas du voile par la Fédération française de football, arrêt du Conseil décision du Conseil d'État, etc. Ces piliers étaient donc déjà un peu bigarrés, complémentaires, mais bigarrés. Mais se développe depuis quelques années, dans cette architecture classique, mais cachant des piliers un peu hétérogènes, des régimes et des exceptions particulières qui cassent un peu cet ensemble très écran plat, coin carré, très classique, très équilibré que j'ai présenté en première partie, et ça peut susciter à tout le moins le débat. À la base, tout part d'un bon sentiment de l'État. On veut réduire les délais de traitement des contentieux, garder son budget sous contrôle, donc une appétence pour le juge unique du point de vue de l'État, limiter les incertitudes portant sur les porteurs de projets en termes de risques. C'est très très clair en matière aujourd'hui d'urbanisme et d'énergie renouvelable, justifiant des compétences en première instance de CA, justifiant des délais raccourcis et des choses comme ceci. Mais en même temps, personne ne veut une justice administrative au rabais, et puis les praticiens ont parfois mesuré les risques du juge unique par rapport aux garanties qu'offre la collégialité, par exemple. Donc, mesurette par mesurette, domaine par domaine, l'État complexifie son contentieux administratif, avec la volonté de le simplifier qui est sincère, mais la multiplication des dérogations qui quand même peut conduire à certaines complexités. On a une multiplication, alors je vous ai mis plein de sources, là n'hésitez pas à mettre sur pause. Les cas où un juge statue en premier et dernier ressort se réserve parfois de cassation, éolien en mer, contentieux d'urbanisme en zone tendue, pour une période déterminée mais un peu longue, et avec des jurisprudences amusantes. Matière relevant en premier et dernier ressort de la CA de Paris, notamment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Compétences données au CA en premier et dernier ressort pour certaines décisions de la CNAC, des diverses autorisations environnementales. Les cas en multiplication des cas où le juge statue hors formation collégiale, bon c'est le cas des référés, mais aussi un nombre croissant d'autres domaines. Multiplication des cas où on réduit les délais de recours. Récemment, 15 jours pour certaines décisions en matière de chasse. C'est court quand même. Contentieux relatifs aux ENR hors éolien. Non-prolongation des délais de recours en cas de recours gracieux pour certaines décisions en matière d'éoliennes. Délais raccourcis en matière d'instruction dans la famille, même si sur ce point l'État a dû s'y prendre à 2 fois par 2 décrets en raison d'une censure du Conseil d'État entre les deux, etc. Multiplication aussi des cas où les délais maximaux de jugement sont fixés. Alors ça existe depuis belle lurette en matière de droit électoral, enfin de contentieux électoral, mais c'est le cas également pour certains dossiers d'ENR. Multiplication aussi des cas, c'est moins connu, où on détermine un juge donné pour une compétence nationale. C'est le cas de la CA de Nantes pour l'éolien en mer entre 2016 et 2020, le TA de Rouen pour un terminal gazier donné, celui du Havre, le TA de Paris pour les permis d'hydrocarbures des sociétés étrangères, etc. Multiplication aussi des cas où on va assouplir, faire prévaloir le principe de sécurité juridique
contre parfois du droit écrit, hein. C'était le cas dans la décision Xabage bien connue, c'est le cas évidemment en matière d'urbanisme. Alors ceci conduit à une certaine complexité qui nous éloigne quand même de cette description d'une juridiction très simple, épurée, visible, compréhensible. Ben oui, c'est devenu compliqué. On multiplie aussi les cas où il faut notifier les recours, donc ça augmente les irrecevabilités, où on regroupe les contentieux, actions de groupe et autres, on facilite les ordonnances de tri, bref, on veut alléger, simplifier, élaguer, mais on a beaucoup complexifié. Et pour le justiciable, collectivité incluse, hein, en demande comme en défense, ça sanctionne plus qu'auparavant tout amateurisme, et ça va à l'encontre de cette image d'un grand bâtiment clair, lisible, simple, efficace et opérationnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace. Au contraire, ces procédures parfois le rendent plus efficace, souvent même. Mais ceci complexifie et rend les choses plus baroques, architecturalement, moins déchiffrables. Et puis, c'est ma dernière sous-partie, la justice administrative n'est plus cette bâtisse isolée, c'est-à-dire que de toute manière, on est en train de parler, de disserter sur le point de savoir si on a un bâtiment début 18e ou quelque chose, ou une église romaine début du 19e avec un style très différent, en fait, de toute manière, c'est bigarré si on zoome arrière et qu'on ne voit pas que ce bâtiment, mais qu'on le voit avec les autres juridictions administratives, avec les autres juridictions judiciaires, avec lesquelles les interactions sont plus grandes qu'auparavant, ce qui fait que se contenter de regarder le juge administratif comme un contemplateur béat d'une architecture parfaite est quelque chose qui ne correspond plus à la réalité de la vie du praticien. Alors le juge administratif n'a jamais été isolé du monde, hein. Pour s'en tenir au rapport qu'il entretient avec le juge pénal, on peut citer le fait qu'il n'est pas récent que dans un certain nombre de domaines, le fait qu'un acte entraîne une infraction pénale conduise à son illégalité. Pour les prises illégales d'intérêt, autrefois on parlait d'ingérence, c'est fait par l'arrêt Société Craco de 1957 du Conseil d'État. Pour les fraudes, il y a également à peu près le même raisonnement. Bon, si ça conduit à une fraude, on va dire que l'acte est illégal. Voici d'ailleurs une référence sur Internet de Marseille très amusante là-dessus. Inversement, il peut arriver que la qualification pénale résulte d'un jugement administratif. Pas directement, mais si le juge administratif vous dit d'un acte qu'il est inexistant, référence à la décision Grosjean-Girard de 57, bien sûr, parce que c'est une délibération qui n'a jamais été adoptée en conseil municipal, mais derrière vous avez un élément majeur de preuve, comme quoi vous avez bien un faux en écriture publique, ce qui est quand même un crime, il faut le rappeler. Pareil pour le favoritisme, quand le juge administratif vous dit qu'il y a une violation directe de concurrence et de publicité, vous avez les 3/4 du chemin pour constituer l'infraction de l'article 432-14, favoritisme de fait, puisque l'élément moral est quasiment présumé aujourd'hui par le juge pénal, hélas. Je simplifie un peu, c'est un peu plus subtil que ça, mais voir nos articles et vidéos là-dessus. Reste que chacun mène sa vie. Une série d'instructions en cours au pénal peut suffire à fonder une révocation de maire ou à faire du disciplinaire sans pour autant que l'affaire soit définitivement jugée au pénal, bien sûr, ça n'a rien de neuf. Ce que je veux souligner, c'est pas ces choses-là qui sont vraiment bien connues des praticiens et qui sont assez amusantes à jouer. C'est assez amusant de jouer avec ça, en fait, pour un juriste. Mais depuis que j'ai commencé à travailler en 1989, il me semble que les choses ont beaucoup changé néanmoins sur ce thème. Quelques exemples. Pour obtenir une enquête, une perquisition, la manifestation de la vérité, pour obtenir des forages du sous-sol, des carottages du sous-sol pour voir s'il n'y a pas une pollution, ou pour obtenir des documents administratifs, parfois il arrive que la voie pénale soit infiniment plus rapide et efficace que la voie administrative. C'est triste. Ça peut conduire à des dénonciations calomnieuses, mais c'est ainsi. Parfois. Il arrive parfois que le juge pénal soit plus lent. C'est comme ça. En tout cas, il n'est pas rare de voir cette voie entreprise par des requérants audacieux, et ils le sont de plus en plus. Les contentieux sont complexes. Il n'est pas nouveau qu'en matière de services publics industriels et commerciaux, on ait quand même quelques complexités. Quand on va avoir un truc tout bête, qui est classique du quotidien, pour l'eau ou pour les ordures ménagères si on est en redevance, la délibération va être attaquable devant le juge administratif, alors que les redevances individuelles vont être attaquables devant le juge judiciaire, qui aura à se poser des questions de droit administratif quant à la légalité, par exemple, de la délibération en question. C'est pas nouveau. Mais ces cas-là me semblent se multiplier de manière redoutable.
en matière d'enfance en danger, de concessions funéraires, d'inscription sur les listes électorales, de fausses nouvelles en période électorale pour lesquelles vous pouvez avoir des litiges ARCOM, saisine du juge administratif, saisine du juge civil, saisine du juge pénal dans certains cas, une voie particulière de référé devant le tribunal de Paris dans certaines hypothèses, des saisines des procédures propres au droit de la presse, vous pouvez vous retrouver avec des choses d'une grande complexité, avec des interactions entre ceci. S'agissant de la structuration politique, on peut citer, pour les listes électorales, on peut citer l'interaction entre le judiciaire et le juge administratif pour le point de savoir si la tête de liste Rassemblement National, M. Mariani, était ou pas éligible, avec l'affaire portée devant le judiciaire et l'administratif. De l'autre côté, sur la NUPES, affaire jugée en judiciaire comme en administratif, sur la constitution de la NUPES d'une part et son nuançage d'autre part. Donc on a vraiment des interactions compliquées. Sur les affiches, par exemple, en période électorale, vous avez des procédures civiles, administratives et pénales qui peuvent vraiment interagir de manière compliquée. Et au sein de l'administratif, évidemment, le contentieux, certaines mesures qui peuvent être censurées en amont de décision publique. Vous pouvez avoir un litige sur la sincérité de l'élection et vous pouvez avoir l'aspect, évidemment, des comptes de campagne. Donc on peut se retrouver avec une complexité assez redoutable. C'est très amusant pour nous, mais c'est quand même un peu compliqué pour les usagers et les citoyens. En tout cas, il est difficile de dire que tout ceci forme un ensemble d'un classicisme et d'une lisibilité parfaite. Un exemple propre, justement, par exemple, a été celui du tribunal administratif de Bastia, qui a eu à connaître d'absence de reconstitution de carrière pour un agent. Il y a eu énormément de décisions de ce tribunal. Et quand une décision n'est pas exécutée, il y a toute une série de procédures, mais finalement aujourd'hui, peut-être pas la plus rapide, mais peut-être la plus efficace parce qu'elle sanctionne personnellement, y compris un élu. C'est ce qui est arrivé à l'ancien maire d'Ajaccio avec une censure par la Cour des comptes dans le cadre du nouveau régime de responsabilité unifiée des ordonnateurs et des comptables, avec une amende personnelle de 10 000 € pour ne pas avoir obéi à ce que furent les décisions du théâtre de Bastia. Donc, on a, là aussi, y compris au sein de la juridiction administrative, mais la juridiction administrative spécialisée qu'est la Cour des comptes, une interaction entre juges qui fait que on a une juridiction administrative qui se complexifie, devient baroque, mais qui entre en relation de manière complexe avec les autres juridictions. Alors on pourrait multiplier tout ceci, mais alors ça fait vraiment très très long. Et qu'en conclure ? C'est compliqué, parce que finalement, tout ce que j'ai évoqué dans ma seconde partie pourrait sembler être une critique. Et bien finalement, ce n'en est pas une. Pourquoi ? Alors, l'efficacité, l'état de droit, les règles de démocratie nous imposent des standards clairs pour bâtir un bel ordre juridictionnel, c'est une évidence. Mais face à cette construction un peu théorique et à ce goût pour le jardin à la française, la réalité, elle foisonne. Foin du simplisme, loin des jardins à la française, du Palais Royal, notre complexité et même nos déséquilibres institutionnels reflètent la complexité de la vie. Les besoins de compétences spécialisées se fait jour. Les procédures dédiées, si elles se multiplient trop, altèrent la lisibilité, mais si on ne les invente pas, on peut se retrouver aussi avec des juridictions qui manquent de compétences super spécialisées dans les domaines extrêmement complexes qu'ils sont parfois à traiter. Le monde pénal connaît la même chose avec les juridictions pénales environnementales dédiées aujourd'hui. Donc cette collaboration entre juridictions diversement outillées, y compris dans leurs moyens d'enquête, n'est pas forcément si négative que cela. Je pense au juge pénal, mais je pense aussi au juge des comptes. Alors certes, trop de simplicité d'unité conduit à un manque d'adaptation, c'est à intégrer aussi. Mais trop de complexité peut perdre le justiciable, voire son avocat, voire parfois son juge, mais ça c'est théorique ce que je dis. D'où l'importance de se parler, d'où l'importance de faire des réunions et des audiences solennelles telles que l'avait fait le tribunal administratif de Bastia, que je remercie une nouvelle fois, mais d'où l'importance aussi de voir au-delà du goût très français pour les choses totalement carrées, de voir que ces éléments de complexité ont leurs défauts, mais qu'ils correspondent aussi à des traits saillants de l'efficacité et de la complexité de la vie, tout simplement, conduisant aujourd'hui à un équilibre qui peut certes être amélioré. Certes, on a une multiplication, par exemple, probablement excessive de dérogations procédurales et de régimes ad hoc. Il n'en demeure pas moins que ce paysage aboutit aujourd'hui à une complexité intéressante qui n'est pas forcément à décrier comme on le fait usuellement.
À bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.